Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Notre plateau est toujours au complet. Jean-François Akandi-Kombe, éditorialiste d'Africa 24. Fabien Méré, avocat au barreau du Gabon et défenseur des droits de l'homme. Jean-Aimé Mouketou, écrivain, docteur en géographie et enseignant à l'Académie de Versailles. Merci à tous les trois d'être restés sur ce plateau. Et tout de suite, le grand angle. Quel avenir pour le Zimbabwe post-Robert Mugabe, un régime qui a mis toute une économie à genoux, et c'est surtout le cas après le lancement de la réforme agraire au début des années 2000, une réforme mal gérée qui a conduit à une crise économique brutale, et plus d'un an après le renversement de l'ex-président, la population martèle la nécessité de lancer des réformes d'envergure pour redresser cette économie encore dépourvue d'une véritable monnaie nationale, et la nouvelle quasi-monnaie introduite il y a quelques jours par le gouvernement pour tenter de redresser l'étau financier peine à convaincre. C'est ce que vous allez voir dans ce sujet préparé par Aïssatou Bari et Ange Bijou-Noménio. La nouvelle monnaie introduite par les autorités du Zimbabwe pour lutter contre le manque de liquidité a du mal à passer, malgré les efforts du gouvernement à rassurer sur la viabilité de la mesure. Godfrey Shinani vend des pièces de voitures dans son magasin du centre-ville de Harare. Il craint une hausse des prix. Quand nous avons commencé, nous utilisions plusieurs devises, principalement le rand et le dollar américain. Les affaires marchaient beaucoup mieux parce que nos salaires étaient en devises. Les gens venaient simplement acheter. Nous utilisons le forex pour acheter les produits que nous vendons ici et cela risque d'être lourd pour les clients. On n'avait pas besoin de faire des calculs. La population reste sceptique quant à la capacité du gouvernement à maîtriser sa politique monétaire et fiscale, lui permettant de réduire de façon significative le déficit budgétaire et de maîtriser l'inflation. Au niveau des banques, les attentes sont interminables. Les clients font la queue afin de retirer au maximum $30. Je pense que nous devons essayer d'adopter le rand jusqu'à ce que tout soit stable. Mais avec les industries fermées et la situation économique dans laquelle le pays se trouve, je ne pense pas que l'introduction de la nouvelle monnaie soit la solution. Il faut plutôt adopter le rand. Le gouvernement espère réduire le nombre de changes effectués sur le marché noir pour ainsi commencer à reconstituer ses réserves. Certaines grandes entreprises pourront également acheter des devises auprès des banques, mais les modalités de cette transaction ne sont pas encore définies. Alors, une quasi-monnaie introduite déjà depuis quelques jours, la semaine dernière. Le Zimbabwe qui, en début d'année, a dit vouloir réintroduire le dollar zimbabwéen supprimé déjà en 2009. Fabien Méré ou bien Jean-François Akandi-Kombe, pardonnez-moi. Est-ce que le dollar zimbabwéen peut véritablement renaître 10 ans après sa disparition dans le contexte actuel qui prévaut au Zimbabwe? Je ne suis pas économiste et je ne suis pas spécialiste des monnaies, mais j'ai la faiblesse de penser qu'une monnaie, pour qu'elle puisse être viable, il faut des conditions, un environnement économique et des conditions économiques quand même de solidité de l'économie nationale, qui n'est pas la situation du Zimbabwe aujourd'hui. C'est une question qu'on évoque souvent et j'y pense en songeant notamment au débat sur le franc CFA, où on oublie toujours de discuter des conditions de la viabilité de la monnaie. Aujourd'hui, le Zimbabwe sort d'un long tunnel et le résultat, c'est ce qui a été parfaitement décrit dans le reportage, c'est-à-dire un pays qui est exsangue, un pays dont l'économie est plus que fragile. On avait espéré, après l'élection, que les promesses qui avaient été faites, notamment de soutien de la communauté internationale et des institutions financières à l'égard du nouveau président, qui était alors candidat, allaient se concrétiser. Or, il ne se concrétise pas. On aurait souhaité que le soutien promis de l'Afrique du Sud, notamment, à l'égard de ce régime-là, puisse se manifester dans ces conditions-là. Mais ça ne se manifeste pas, en tout cas pas à la vitesse que l'on aurait souhaité. Mais vous vous souvenez que j'avais dit ici que ce changement-là, c'était un changement dans la continuité et qu'il faut rester extrêmement perplexe face à ce qui va se passer. Fabien Méré. Écoutez, vous évoquiez tout à l'heure la réforme agraire, qui a été un échec terrible.
et qui a eu de très lourdes conséquences sur le tissu économique zimbabwéen. Et on a pu observer également le changement de monnaie sur une série d'années. On est passé du dollar zimbabwéen au dollar américain, au bond notes. Aujourd'hui, on arrive à une nouvelle monnaie. Cette multiplication justement de monnaie est à l'image de la fragilité même du pays. Et est-ce que le Zimbabwe sort du tunnel? Je ne pense pas pour le moment, parce que l'industrialisation du pays est restée quasiment au point zéro. Et il y a une corruption endémique. Et la population s'inquiète, et c'est normal, et c'est le sujet du jour, simplement parce que l'État n'a jamais présenté un visage de garantie. On parle de continuité, donc on imagine de toute façon que ce gouvernement et ce président, donc Emmerson Mnangagwa, ne seraient pas à la hauteur. Je ne dis pas qu'il n'est pas à la hauteur. Je dis la pensée que les Zimbabwéens nourrissent aujourd'hui, c'est qu'ils craignent que ce soit simplement une continuité dans le sens de la faiblesse du pays, pas de rupture, donc forcément pas de renforcement, pas d'investissement, pas de prêts, pas de... Voilà, les produits locaux aujourd'hui connaissent une flambée de prix incroyable, donc faut attendre, faut voir. Peut-être que le rand sud-africain, et je terminerai par là, serait peut-être la première porte de sortie vers quelque chose qui pourrait stabiliser. Alors justement, la question du rand a été évoquée dans le reportage. Jean-Aimé Mouketou, ça peut être une porte possible pour... C'est une porte possible, c'est même une proposition des populations. Hein. Par exemple, ceux qui sont, les populations qui sont dans le commerce informel, qui estiment qu'il faut aller par étapes. Vous voyez, il ne faudrait pas que... En fait, le problème que nous posons ici, c'est le problème de l'indépendance monétaire. Vous voyez, est-ce qu'on peut faire une indépendance monétaire avec des régimes dictatoriaux? Il y a certains qui diront oui, on a des exemples en Chine, mais pour que la Chine se retrouve aujourd'hui comme étant une puissance, deuxième puissance économique, il y a eu des mutations. Je reviens encore sur la notion des mutations, des changements qui ont été effectués. Une Chine qui sort par exemple d'une guerre civile entre 1927 et jusqu'à 1949-50. Et il y a eu cette période de Mao. Et des mutations qui sont venues après. La Chine s'intègre, par exemple, au niveau de l'économie libérale, mais au Zimbabwe, est-ce que nous avons des mutations, même au niveau économique? Je ne pense pas. Nous sommes, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes dans une continuité d'un système, en fait, qui a entraîné le pays au niveau chaotique sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, etc. Donc, la question est là. Peut-on parler d'indépendance monétaire avec des régimes qui ne bougent pas dans plusieurs domaines? C'est comme aujourd'hui quand on parle du problème du franc CFA. Vous voyez, on ne peut pas faire une politique, si vous voulez, donc monétaire en négligeant, si vous voulez, donc l'aspect politique. Il y a une corrélation entre la politique et l'économie. Et c'est ce qui manque au Zimbabwe. Jean-François. Oui, je partage entièrement ce qui vient d'être dit. Votre question à propos du rand me semble ouvrir une piste qui est une piste intéressante. Et poser une question pour compléter vos questionnements. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut imaginer que les États africains tels qu'ils sont, éparpillés, faibles, puissent créer, s'il est utile, qu'ils créent une monnaie nationale, ou s'il faut aller plutôt vers une régionalisation des problématiques. Et ici, on pourrait imaginer que le rand, ce soit une étape, mais une étape au cours de laquelle on va réfléchir à la manière dont les pays qui sont des pays de la sous-région peuvent créer... Il y a des structures monétaires qui existent au niveau des régions. Oui, il y a des structures monétaires, mais il n'y a pas de monnaie commune ni de monnaie unique pour l'instant. C'est cette question-là de la réflexion, et ça vaut aussi pour les autres régions d'Afrique, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest le fait d'ailleurs. Il y a des structures monétaires, mais il y a une réflexion qui est déjà avancée, qui est en train d'avancer pour la création d'une monnaie dont on ne sait pas si elle sera unique ou si elle sera commune. Mais au moins, pour le Zimbabwe, la voie de sortie n'est peut-être pas nécessairement une voie uniquement nationale. Elle est peut-être aussi la voie d'une régionalisation de cette question-là, de la
de la monnaie, de l'indépendance monétaire, et ce qui vaut d'ailleurs pour d'autres pays. Et ça suppose, de l'autre côté, vous avez dit que l'économie était la condition de la solidité de la monnaie. Je partage cette idée-là, mais je pense qu'il y a aussi une condition qui est la gouvernance. On a évoqué les problèmes de corruption tout à l'heure. Lorsque on a, je simplifie, la machine à fabriquer les billets ici, c'est le problème que nous avons notamment en Afrique centrale. On peut en fabriquer autant qu'on veut, la monnaie se dévalue, il n'y a pas de solide économie derrière pour donner confiance aux opérateurs. Donc la question de la gouvernance est une question aussi importante pour les monnaies en matière monétaire que les questions économiques. Absolument. Fabien Merret ? Bah oui, juste pour dire que le Zimbabwe a la chance aujourd'hui d'être le voisin direct de l'Afrique du Sud, qui est l'une des premières puissances économiques africaines avec le Nigeria, et ayant une monnaie suffisamment solide et qui, sur le marché financier, se porte plutôt pas mal et réussit le rapport de force avec les monnaies principales que sont le dollar, l'euro, le yuan, voilà. Et il y a là donc une possibilité, parce qu'il y a un fort taux d'échange également import-export entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Ce pays en difficulté trouverait peut-être justement, en s'appuyant sur cette économie sud-africaine, un souffle au lieu de prétendre vouloir mettre en mouvement une monnaie nationale alors même que le tissu économique est complètement déchiré, quoi. Alors, en tous les cas, il semble que la résolution de cette question soit urgente, puisqu'on a vu ces manifestations en janvier, avec marquées par de nombreux morts. Donc un contexte quand même qui paraît assez explosif et qui d'ailleurs le gouvernement peine à trouver de solutions. Je pense qu'il faudrait que le gouvernement rassure d'abord les hommes d'affaires, les économistes, qui au départ étaient d'accord avec, si vous voulez, cette nouvelle monnaie. Et les populations qui sont aussi, vous voyez, quand on fait l'ensemble de ces acteurs qui sont dans un scepticisme, si vous voulez, donc total. Donc il faudrait que le gouvernement travaille dans ce sens. Et je pense que cette monnaie peut s'imposer en ayant, par exemple, une démocratie forte dans le pays. Nous avons pris le cas, par exemple, si vous avez une Assemblée nationale forte, avec des députés qui vont faire véhiculer l'information sur cette nouvelle monnaie, par exemple sur le terrain, je pense que cette monnaie peut être acceptée. Et puis il y a l'option au niveau régional. Peut-être pas régional, hein, je pense que sous-régional, mais surtout par rapport aux voisins, qui est une puissance émergente. Vous voyez, un pays émergent comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, je pense que peut être une grande solution par rapport à ce problème monétaire au Zimbabwe. Rassurer les investisseurs, mais rassurer le citoyen zimbabwéen, pour moi c'est la priorité. Il faut rassurer les Zimbabwéens. Il faut les rassurer non seulement en leur présentant une solution monétaire immédiatement, je pense que c'est un ensemble. Les mécontentements qui sont en train de soulever la population zimbabwéenne n'est pas seulement à propos de la monnaie, c'est parce qu'on leur a vendu un rêve qui n'existe pas. On leur a vendu un changement qui n'existe pas alors qu'on était en phase d'une révolution de simple palais et que la société zimbabwéenne souhaitait un basculement, une rupture et avancer. Et aujourd'hui, je pense que le gouvernement qui est en place a l'obligation non seulement de résoudre très rapidement cette question-là des liquidités, mais aussi de donner espoir, c'est-à-dire d'engager la réflexion et le débat avec la société zimbabwéenne sur les grands chantiers de demain, la question agraire, la question des terres notamment, parce que c'est cette question-là d'abord qui intéresse la population et pas les investisseurs. La question de la gestion des ressources, des ressources naturelles du pays, elle a été aussi dans ces dernières années assez malmenée. Donc il y a un débat national. Ce n'est pas parce qu'on pense aux Gilets jaunes que je dis cela, mais je pense que le débat national aujourd'hui, ouvrir un dialogue avec la population et donner de l'espoir, plus généralement, c'est pour moi l'obligation dans laquelle se trouve aujourd'hui le nouveau pouvoir. Moi j'insiste en disant que la stabilisation monétaire au Zimbabwe passe par une démocratisation du pays. Vous voyez, ça, ce sont les deux éléments. Et un pays démocratique, c'est un pays qui peut facilement aller dans le sens d'avoir, par exemple, une monnaie forte, une monnaie qui est acceptée par les peuples. Sans cette démocratie,
je pense que les choses ne peuvent pas bouger. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui sont au pouvoir, ce sont les partisans de l'ancien système. Oui. Ici, on parle de l'ancien monde. C'est la ZANU-PF, finalement, qui a succédé à la ZANU-PF. C'est l'ancien monde qui est toujours... Pas seulement des partisans, ce sont des contributeurs de l'ancien monde. Ils étaient dans l'ancien monde. Donc, c'est l'ancien monde qui est au pouvoir. Est-ce que cet ancien monde vient avec des mutations qui, j'insiste sur cette notion, qui vont s'étaler dans le temps, vous voyez, se pérenniser par exemple dans le pays? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je crois qu'il y a des signes qui ne sont pas encourageants au niveau du Zimbabwe par rapport à cette question de la monnaie nationale, ou en tout cas de la mise sur le marché d'une nouvelle monnaie. La question des droits de l'homme est fondamentale. On évoquait la démocratisation tout à l'heure. Vous savez, dernièrement, il y a eu ces grandes manifestations avec une répression féroce et tout, manifestations initiées par les syndicats des travailleurs. Et l'un des responsables du syndicat international, qui est d'origine ghanéenne ou nigériane, je ne m'avance pas trop, s'est rendu à Harare. Pour rencontrer justement les syndicalistes, et il a été arrêté dans son hôtel et ramené à l'aéroport. Ce fait-là n'est pas anodin et il ne passe pas inaperçu auprès de la communauté internationale qui tient la bourse monétaire mondiale. Et donc, quand vous agissez de cette façon-là, vous ne donnez pas de garantie et vous ne rassurez pas l'extérieur. À partir de ce moment-là, si ceux qui sont susceptibles de vous apporter un coup de main aussi bien dans l'expertise de la mise en place d'une telle monnaie et lancer le mouvement d'industrialisation du pays pour supporter justement cet effort national, il est peu probable que vous y arriviez. Donc des signes peu encourageants. On marque une très courte pause. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.